Nous allons parler des nouvelles énergies en célioscopie et j'invite Sofiane Ben Zifalla, qui est chirurgien gynécologue à Tenon, avec un intérêt particulier pour la chirurgie de l'endométriose et les travaux qui tournent autour de l'endométriose. Donc, vous avez 30 minutes. On va essayer de gagner un peu de temps vu le retard. Promis. Donc 25 minutes, ça vous ira? Largement. Ok. Je peux faire ça en 25 minutes. À vous la parole. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je voulais vous remercier et surtout remercier le comité scientifique de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir invité. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et honneur que je suis là avec vous et on va parler aujourd'hui de nouvelles énergies en célioscopie. Alors on a peut-être été un peu ambitieux sur le titre, mais mine de rien, on va quand même l'aborder assez simplement. 45 sur 100, c'est globalement le chiffre que vous aurez tous si on vous interrogeait sur vos connaissances en termes d'énergie, et notamment d'énergie en laparoscopie. Et c'est globalement le score moyen qui est retrouvé chez des étudiants, des seniors en chirurgie laparoscopique, notamment sur leur connaissance de fond de l'utilisation de ces énergies. C'est valable sur des études et je suis content aujourd'hui de parler de ça pour la simple et bonne raison que ça va me permettre d'aborder 3 points importants. Le premier, la question de l'enseignement. La deuxième thématique très importante, c'est celle de la prévention des complications, on va les aborder. Et puis évidemment qu'on abordera un certain nombre d'outils technologiques que vous connaissez, puisque finalement le côté nouveau est un peu anachronique, mais mine de rien, retenez ce chiffre de 45 sur 100. Et quand on regarde, on voit que vous preniez des juniors ou des seniors, c'est sensiblement la même chose. Ça montre bien tout l'intérêt et le choix de ce titre pour cette session me semble tout à fait pertinent au regard de ces connaissances. Deuxième élément important, par rapport à ce qui va se faire dans le monde et par rapport à l'attractivité qu'on représente, nous, gynécologues chirurgiens, globalement, on est un business pour les entreprises et en fait, plus ça va aller, plus il va y avoir d'outils, plus on va devoir savoir les utiliser et plus on va devoir être pertinent dans le choix. Donc je vous donne juste un ordre de grandeur, donc ça se joue en milliards et en réalité, c'est en extrême croissance et on l'abordera également. Troisième élément important, 90% des gens qui font de la chirurgie n'ont jamais, ou en tout cas pas plus d'une journée, eu à avoir à faire une formation sur l'électrochirurgie. Ça montre bien tout le progrès qu'on est censé faire, et ça c'est fondamental. C'est des données qui sont un peu anciennes, j'ai cherché des résultats plus récents. Il y a sensiblement le même résultat, quelles que soient les années, on a très peu progressé collectivement sur cette question de la formation en électrochirurgie. Tout ce que je vous ai dit là, ça va mettre en perspective avec 1% des procédures chirurgicales dans le monde en laparoscopie donnent des complications. Globalement, ça représente 40 000 complications par an. Et si on devait résumer, 70% d'entre elles sont diagnostiquées au décours de la chirurgie, donc dans les suites opératoires immédiates, et donc mettent en jeu clairement le pronostic fonctionnel des malades, et puis le stress du chirurgien, sa fréquence cardiaque, son risque cardiovasculaire, tout ce que vous connaissez en termes d'état de stress. Donc, ces résultats sont vraiment à mettre en perspective avec la notion de formation. La véritable question, c'est pas de savoir si finalement tel outil est meilleur que l'autre, mais plutôt de savoir comment l'utiliser, faire le choix. Et pour ceux qui sont musiciens, vous savez très bien que lorsqu'on était petit, pour ceux qui ont de la chance de faire de la musique, il fallait faire un choix d'instrument et ce n'était pas si simple que ça en fonction de ses aptitudes. Donc si je devais résumer, le choix d'un outil va se résumer en fonction du type de chirurgie que vous allez réaliser, de la durée opératoire, c'est fondamental, des étapes chirurgicales auxquelles vous allez devoir faire face et du risque qu'on a abordé. Et ça, c'est pour vous montrer que finalement, sur le marché américain, mais on va tous suivre globalement ce qui va se passer sur ces pays-là, dans ce pays-là, voici en moyenne la progression des chirurgies que l'on va réaliser en célioscopie. Et en premier d'entre elles, il y a l'hystérectomie. La banale hystérectomie et juste après apparaît la myomectomie. Donc en moyenne, collectivement, nous aborderons tous et nous aurons tous à faire face à ces deux chirurgies-là. Et vous voyez bien que la croissance, notamment des indications pour les différentes thématiques que ça représente, revient à dire qu'il est nécessaire de faire le choix du bon outil en fonction des bonnes indications sur les paramètres que je vous ai cités plus tôt. Sans passer trop de temps sur la question fondamentale de l'énergie, et notamment sur la question un petit peu physico-électrique, vous savez bien qu'il y a des énergies qui sont à la fois monopolaires, des énergies bipolaires, et dans les énergies bipolaires, vous avez des technologies de nouvelle génération. Et la question qui se pose, c'est de savoir quel souhait, qu'est-ce que vous voulez faire en termes de gestes et en termes d'amélioration de votre pratique, en termes d'efficience.
Alors, il y a la question de la vaporisation, il y a la question de la fulguration, il y a la question de la dissécation, il y a la question de la coagulation, ça c'est assez classique en monopolaire. Et en bipolaire, vous savez bien que les énergies peuvent, et en tout cas c'est ce qu'on nous promet, sur un même outil, être capable de faire à la fois de la dissection, de l'hémostase, de la dissécation, de la fulguration. Et du coup, la question c'est, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour faire une banale hystérectomie? Et quand on regarde un petit peu le point fondamental, si on omet la question des complications et qu'on se focalise uniquement sur cette question de l'hémostase de fibrome, l'artère utérine à l'origine, éventuellement l'hémostase des artères utérines lors d'une myomectomie, lors d'une hystérectomie, finalement se pose la question de l'hémostase des petits vaisseaux. Et vous voyez bien que selon les outils, finalement ce qu'on cherche, c'est une hémostase sur quelques millimètres de vaisseaux. Or, la grande majorité des vaisseaux que vous aurez à faire sur une chirurgie type myomectomie ou hystérectomie, c'est des vaisseaux qui vont entre 5 et 7 mm. Donc ça pose bien la question, quand on met en perspective cette question de 5 à 7 mm par rapport à ce qu'on nous promet en termes d'hémostase, une forme d'asynchronisme. Vous voyez bien qu'on est très loin d'être capable, avec un seul outil, sur une même hémostase, sur un seul geste, de faire l'artère utérine. Et ceux qui y ont pensé, vous savez bien que la reprise, en tout cas sur le moment, elle est fondamentalement. Du coup, juste pour vous donner un ordre de grandeur, le corps humain c'est 37 degrés, vous le savez bien. Le point le plus important, c'est que pour arriver à une section avec les outils que l'on utilise, il faut monter à 100 degrés. Et donc du coup, le cutting que vous avez à 100 degrés pose la question pour les tissus, notamment pour les tissus adjacents, de comment est-ce qu'ils vont réagir. Et ça, c'est intéressant parce que selon que vous utilisiez une énergie monopolaire ou bipolaire, vous voyez bien que pour le caractère monopolaire, l'énergie va passer à travers le corps de la patiente. Pour le caractère bipolaire, vous avez l'énergie qui va passer à travers les morts de deux instruments. Et donc du coup, vous vous doutez bien qu'en termes de complications précoces, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on regarde, simplement, c'est ce que je viens de vous dire avec un schéma très important, il y a la question de la dispersion de l'énergie que vous allez utiliser. Et cette question, elle est effectivement valable pour l'énergie monopolaire, mais elle est aussi valable pour l'énergie bipolaire, notamment avec les nouveaux outils. Alors ce que je vous propose, c'est d'avoir un peu une idée très globale de la température de ces outils pour vous mettre en perspective notamment les complications que les patientes vont avoir. Vous voyez bien que lorsqu'on compare un petit peu la question de l'harmonique que vous connaissez versus le ligachour, vous voyez bien que la température au niveau de l'outil, elle est élevée. Et on voit que globalement, notamment pour l'harmonique, la température au bout de l'instrument reste très élevée. Élevée au point de pouvoir se dire que sur les tissus adjacents, on ne va pas se cacher, les tissus adjacents dangereux pour nous, c'est soit les vaisseaux, soit les uretères. Et puis enfin, l'intestin, si on le voit. Deuxième élément, voici en termes de secondes, la question de comment la température, localement, va évoluer en fonction des outils monopolaires ou les outils utilisant l'ultracision, notamment l'harmonique. Et vous voyez bien qu'un point important, c'est qu'on prend un outil de nouvelle génération pour aller vite, pour gagner du temps, et en réalité, ce temps que vous espérez ou que vous comptez gagner, vous pouvez, en contrepartie, le payer, puisque du coup, en utilisant une énergie qui va monter jusqu'à 100 degrés à son extrémité, avec une température qui va diminuer beaucoup plus faiblement, être à l'origine de dommages collatéraux sur l'intestin et sur l'urtère. Gardez à l'esprit cette question des 20 secondes, et je vous mets au défi demain au bloc opératoire d'utiliser l'ultracision et de respecter ces 20 secondes à chaque fois que vous allez faire une coupure ou une section, et vous verrez que finalement 20 secondes, plus 20 secondes, plus 20 secondes, plus 20 secondes, finalement on a l'impression de ne pas avancer si vite que ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aborder chacune des... Alors, j'ai 25 minutes, on m'a un peu réduit mon temps, mais du coup, je vais accélérer. D'aborder chacune des outils que vous avez au quotidien pour un peu voir les avantages et les inconvénients. Donc, le ligachour, vous le connaissez bien. L'avantage, c'est que du coup, vous prenez le tissu entre deux morts et que l'énergie passe entre ces deux morts. Et en réalité, ça vous permet de faire l'hémostase. L'hémostase est visiblement au-delà de 7 mm, discutable, et surtout de vous faire, du coup, la question du cutting, et donc, du coup, de faire une double action. Donc là, je vous ai mis les avantages et les inconvénients. Retenez que l'inconvénient majeur, c'est la capacité d'entraîner une diffusion locale de l'énergie. Donc pour tous ceux qui font de la dissection urétérale ENCO, notamment en endométriose, attention. Deuxième énergie, tout ce qui est harmonique. Donc vous voyez bien que là, il y a une espèce de dialogue entre quel est le meilleur outil entre les deux, à savoir Ferrari, Lamborghini. Bon, les deux, si je pouvais avoir les deux, je serais très content. Mais disons que pour l'un, en l'occurrence, l'un et l'autre ont globalement les mêmes conséquences, à savoir, ils font l'hémostase sur 7 mm a priori, je dis bien a priori, et puis ils permettent de faire la section avec toujours cette question de les lateral damage. Quand on regarde ces deux comparaisons, on voit que notamment l'harmonique se prévaut d'être beaucoup plus long,
donc de pouvoir faire des sections beaucoup plus longues, et donc du coup de faire des hémostases bien meilleures. Et lorsqu'on regarde un petit peu les études faites in situ, visiblement ils arrivent à la conclusion qu'ils sont bien meilleurs que le ligachour. Alors peut-être que juste pour insister, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation, ni pour l'un ni pour l'autre, et pour aucune des entreprises. Donc vous voyez bien que finalement, l'enjeu du commercial, l'enjeu de l'amélioration de votre pratique est fondamental, et donc voilà à peu près ce qui est dit. Troisième élément, le Thunderbit, pour ceux qui l'utilisent, sa particularité, c'est de pouvoir combiner deux énergies, une énergie à la fois bipolaire et une énergie ultrasonique, donc on a l'impression d'avoir vraiment un avion à réaction entre les mains. Ne perdez pas de vue que, pareil, il y a la question de la diffusion de l'énergie et surtout la question de la dissection des tissus, puisque vous savez bien que sur cet outil-là, l'extrémité est beaucoup plus large et beaucoup plus massive, et donc du coup, risque de dommages. Puis cet outil que je n'ai pas dans ma pratique, que je n'ai jamais utilisé en réalité, et qui visiblement est très intéressant pour les myomectomies et pour réduire la question des saignements. Je dois dire que, n'ayant pas cette pratique, c'est difficile pour moi d'en discuter, mais pour ceux qui en ont, peut-être qu'on pourra aborder ce point-là. Et enfin, l'énergie plasma. Vous savez que le plasma, c'est le quatrième état de la matière, et donc du coup, ça permet à la fois de faire une hémostase loco-locale sur quelques millimètres, et de permettre de faire des dissections qui sont des dissections de plan. Et donc du coup, c'est une des énergies que l'on utilise actuellement, notamment pour ceux qui font de l'endométriose. Alors il y en a qui ont une extrême grande pratique pour pouvoir faire de la dissection de tissus très important, et d'autres l'utilisent notamment pour faire ce qu'on fait assez régulièrement pour les endométriomes, pour faire l'électrocoagulation des endométriomes. Du coup, tout ça nous ramène à un élément important, qui est celui de... Il existe, en fonction de vos indications, des facteurs de risque de complications de votre chirurgie, et lorsqu'on regarde tous ces outils, finalement, à quelque chose près, ils se valent, et j'ai bien dit à quelque chose près. Et ça renvoie d'une part à la question à des facteurs intrinsèques qui sont liés à la malade. Quelle complexité chirurgicale, à quoi je m'attaque? Est-ce que je m'attaque à un endométriome? Est-ce que je m'attaque à un kyste? Est-ce que je m'attaque à un utérus? Est-ce que je m'attaque à une endométriose profonde, plurifocale, avec une atteinte digestive, dissection urétérale, paramétriale, ENCO? Et le deuxième élément important, c'est la question de la formation et de l'expérience, qui est aussi fondamentale. Et donc là, on voit bien que lorsque vous combinez tout ça, vous comprenez assez vite que faire le choix d'un outil, c'est beaucoup plus que de la question d'ergonomie, la question d'expérience, que le choix d'un matériel qui est supérieur à un autre. Tout ça pour dire que les deux points importants que vous devez avoir à l'esprit, c'est l'intestin et l'urtère. L'intestin, pour la simple et bonne raison que, voilà les taux d'incidence de complications, et c'est souvent le petit intestin, et ça s'explique relativement bien. Pour les complications urétérales, ça peut aller de la simple urétérolyse qui a un petit peu électrocoagulé votre urtère, qui l'a un peu chauffé, avec éventuellement une fistule, jusqu'à la nécrose sur plusieurs centimètres de l'urtère, qui est à la fois combinée à la dispersion de l'énergie, mais aussi au fait que quand on fait une dissection urétérale, notamment par exemple avec l'ultracision, l'extrémité monte à plus de 100 voire 200 degrés. Vous ne vous attendez pas quelques secondes avant de toucher votre urtère, vous êtes sûr d'entraîner une complication à ce sujet-là. Voilà à peu près pour les idées. Et donc un peu pour réduire ce risque de complication, vous savez tous qu'on utilise des trocars, et ces trocars sont conducteurs, et donc du coup, quand vous utilisez votre énergie, posez-vous toujours la question de ce que vous voyez, de ce que vous ne voyez pas. Et dites-vous que quelle que soit la capacité de votre aide à vous tenir la caméra, il y a plein de choses que vous ne voyez pas, et notamment sur la question de la diffusion de l'énergie entre un trocar, un instrument et l'intestin. C'est ça la plaie digestive, c'est ça la nécrose digestive en post-opératoire, et du coup, en réalité, ça impose forcément d'être hyper vigilant sur le sujet. Et cette notion de conduction de l'énergie, elle est valable à la fois pour le trocar, mais elle est aussi valable pour votre caméra. Alors vous savez bien que dans des situations, quand ça saigne, quand on ne voit pas l'utérus, quand on essaie de chercher l'utérine, on touche la caméra, on la bouscule, on utilise de l'énergie, c'est un peu stressant. Donc faites attention à ces points-là, qui sont des points logiques, mais intéressants. Du coup, la question de la conduction, ça nous amène très rapidement à se dire, voilà, quelle est la partie d'instrument que je vois, quelle est la partie que je ne vois pas? Et en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est la zone 2, ce que vous voyez, c'est la zone 1, et en réalité, la zone 2, à quelque chose près, est sensiblement de la même énergie que la zone 1. Et donc, vous arrivez tout de suite à la conclusion que si vous ne voyez pas la zone 2 et que vous êtes au contact de structures un petit peu plus nobles, vous arrivez à la complication. Ces données sont assez bien rapportées. Troisième élément important, c'est la question de la caméra. Et donc, on est sur cette question de l'intestin et de comment prévenir ces complications. Donc, du coup, la visualisation des choses. Dernier élément, si on veut faire de la prévention, il y a eu des mouvements d'amélioration des pratiques professionnelles, notamment venant des pays anglo-saxons. Et voici globalement les 5 points hyper importants. Ça paraît évidemment très logique de les dire, mais je vais les répéter, parce que finalement, la pédagogie, c'est répéter. Donc le point important, lorsque vous utilisez une énergie bipolaire, c'est de toujours vous poser la question de la dispersion de l'énergie latérale, notamment lorsque vous êtes sur une détection urétérale.
Lorsque vous utilisez votre énergie, posez-vous toujours la question de où je l'utilise, quelles sont les structures à côté de moi, et est-ce que la durée d'utilisation de mon énergie ne peut pas être réduite? Vous savez tous, et ça c'est assez clair, lorsque vous faites par exemple un décroisement de l'artère utérine avec l'urtère, notamment dans le cadre de paramétrectomie, que parfois ce décroisement peut saigner, vous allez utiliser votre bipolaire à cet endroit-là, on vous le dit très bien que tant qu'il y a des bulles, il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'hémostase qui peut saigner, et donc du coup vous avez toute une dispersion de l'énergie à un moment de croisement charnière. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Troisième élément important, c'est cette question de la visualisation de tous vos instruments à n'importe quel moment, surtout quand vous utilisez de l'énergie. Quatrième élément important, c'est lorsque vous faites des dissections utilisant des agrafes ou des clips, notamment lorsque vous faites des lymphadénectomies, posez-vous toujours la question de comment j'utilise mon énergie à cet endroit-là. Or, vous savez bien, si vous faites une plaie, imaginons de l'aorte, dans un premier temps, ce que vous allez essayer de faire, c'est comprimer, puis après, vous allez regarder la taille du vaisseau, vous allez essayer de faire une petite hémostase discrète, ça passe pas, vous allez mettre un clip, ça passe un peu, il va rester un petit saignement, une petite nappe de saignement, vous allez mettre de la bipolaire dessus pour faire l'hémostase, et là vous vous retrouvez avec la plaie, puisque du coup le clip a conduit. Et en pratique, c'est ces éléments-là de détail qui sont finalement importants à avoir à l'esprit. Dernier élément important, ça c'est pour nous, c'est pour vous, tous, au bloc opératoire, on respire ça. Ça, c'est la fumée qui est dégagée par les tissus lorsque vous utilisez cette énergie. Pour tous ceux qui se disent c'est rien, en fait, c'est pas rien. Et ce n'est pas rien au point de se dire que parfois, on respire à la fin d'une chirurgie de ce type-là autant que si on avait fumé 1, voire 2, voire 3 paquets. Et ça renvoie à des entreprises qui développent ce qu'on appelle des filtres au bloc opératoire. Et posez-vous toujours la question à la fin d'une chirurgie, est-ce que vous avez respiré 1 paquet, 2 paquets ou 3 paquets? Vous verrez que selon le temps que vous y avez passé, ça peut être abondant. Du coup, que dit la littérature? Alors je vous épargne toutes ces études. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de preuve est faible, très faible. Donc en gros, quand on compare deux outils, finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on dit. Donc on est dans un choix qui est très empirique, un choix qui dépend de vos besoins à vous, de la chirurgie que vous faites, des moyens économiques que vous avez dans votre hôpital. Et donc du coup, en fait, les critères de jugement sont essentiellement simples. C'est est-ce que ça saigne pas? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va pas vite? On est d'accord que vous et moi, pour ces critères-là, c'est ultra subjectif. Donc demain, je prends n'importe quel outil, je démontre ce que je veux. À partir du moment où vous prenez le meilleur chirurgien, vous lui donnez le meilleur outil ou un des meilleurs outils, il fera mieux que la Ferrari. Donc c'est à avoir à l'esprit. En fait, si on devait résumer les choses, alors j'ai ce résumé-là, finalement, ce qui est le plus important, c'est de savoir quel outil permet de faire l'hémostase pour quelle taille de vaisseau. Et ce qu'on peut considérer, c'est qu'un des meilleurs compromis reste finalement l'énergie ultrasonique, mais à mettre en perspective avec le risque de dispersion de l'énergie. Pour les autres, notamment pour tout ce qui est ligature, pour tout ce qui est cutting classique avec l'ancile, il y a la question de l'énergie, mais sur un instrument qui est beaucoup plus large, et donc du coup la question de la diffusion. Voilà à peu près si on devait garder à l'esprit les choses. Et je vous ai trouvé des recommandations qui sont spécifiques à la question du fibrome, et donc vous voyez finalement dans cette recommandation, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est le niveau de preuve faible, très faible. Donc gardez-vous à l'esprit que lorsque vous faites le choix d'un instrument, gardez le choix de l'instrument qui vous semble le plus approprié, testez-le, entraînez-vous au maximum dessus, et puis après, posez-vous la question de est-ce que c'est l'instrument que vous garderez le plus longtemps possible. Et enfin, le dernier élément important, c'est pour vous montrer le niveau d'attractivité que vous représentez tous pour ces industries, et notamment pour ces boîtes. Voici en termes d'évolution ce que va être le marché du device. Et en gros, pour avoir à l'esprit, c'est que pour l'instant, il y a 4-5 instruments qui arrivent et qui sont sur le marché. Mais dites-vous que d'ici une dizaine d'années, ça sera une quinzaine ou une vingtaine d'instruments qui vont se challenger les uns les autres à essayer de démontrer leur supériorité. Et donc, du coup, ça vous imposera soit de vous former à ces dizaines, soit à faire le choix d'un instrument et de ne pas y bouger. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. La parole est à la salle. Il y a des questions? C'est dur en postprandial quand tout le monde vient de bien manger. Surtout qu'on a bien mangé. Par rapport à l'utilisation de l'harmonique, l'ultraciseur, est-ce que vous l'utilisez pour les curages? Moi, je viens d'une école où on n'utilise que l'ultracision, exclusivement l'ultracision, et ça nous permet de faire toute la chirurgie que l'on aille du fibrome à curage d'embolie, curage pelvien, peu importe. Voilà. C'est notre instrument fétiche, mais parce qu'on a été formé ainsi, parce que finalement, à partir du moment où vous maîtrisez votre véhicule, vous êtes plus à même de faire de la distance. Donc, voilà. Donc oui, pour les curages, la réponse est oui, sans hésitation. C'est même d'ailleurs, si je devais donner un exemple, quand on a eu le robot, la première chose qu'on a demandé, c'est est-ce qu'il existe l'harmonique sur le robot? Vous voyez à peu près la déformation que l'on a. On avait tellement peur de changer d'instrument
que du coup, on a voulu imposer un instrument qui n'a aucun sens sur le robot. Hein. Mais du coup, ça vous dit à quel point on était fidèle, et lui est fidèle à nous, donc voilà. Nous aussi, on l'utilise surtout pour l'écurage et le ligachour pour les autres temps de l'intervention. Le problème du ligachour, c'est son extrémité distale qui est beaucoup trop large, et donc du coup qui fait des lésions importantes, en tout cas sur notre expérience à nous, et très vite on l'a abandonné, mais pour des raisons d'école. Effectivement, pour l'harmonique, c'est vrai que comme c'est surtout de la vibration, il n'y a pas de l'électricité, c'est très efficace sur la graisse, plus efficace sur la graisse que sur les vaisseaux. Donc, je pense qu'on a tous eu cette expérience, l'ultraciseur sur la graisse, sur le curage, etc. Hyper efficace. Par contre, quand c'est des gros vaisseaux, ça mouline un peu. Et là, peut-être que, par exemple, prendre l'artère utérine avec l'ultraciseur, c'est pas vraiment aussi efficace que prendre ça avec une bipolaire ou une bipolaire avancée, parce que, voilà, c'est un peu moins efficace. Moi, ma question concernant le monopolaire, parce que c'est vrai que les gynécologues utilisent plus la bipolaire que la monopolaire. Par contre, les chirurgiens ne sont pas habitués au bipolaire, donc en tout cas en Tunisie. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine formation, voire une déformation concernant la monopolaire. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de complications avec la monopolaire, rien que à cause des instruments qui sont réutilisables, et chez nous en tout cas réutilisables, où tu as des fissures microscopiques, où l'isolation n'est pas parfaite, donc on peut avoir par couplage direct ou indirect des complications qu'on voit ou qu'on ne voit pas. La diffusion est de loin beaucoup plus importante, c'est presque le double par rapport à la bipolaire, et on voit des complications survenir après la chirurgie, c'est-à-dire que c'est des chutes d'escar, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez tout dit, c'est-à-dire que là, vous renvoyez à deux points importants, c'est la question de l'efficience, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens d'utiliser un ultracision pour toutes les interventions tout le temps ? Et clairement, j'ai envie de répondre pas tellement en réalité. Et deux, la question des risques que vous prenez. Quand vous mettez tout ça en perspective, nous, on a fait le choix d'utiliser l'ultracision quasiment pour tout, à quelque chose près. Et quand vous regardez la qualité des instruments, notamment que vous recyclez ou que vous envoyez en stérilisation, je vous mets au défi de reprendre un instrument et de regarder quelle est la gaine de protection. Vous verrez qu'elle est totalement abîmée. Hein. Au bout de 4, 5, 6 usages, elle est totalement abîmée. Hein. Donc ça montre bien que, et on vous dira oui, mais on a mis un plastique autour, t'inquiète pas, c'est un plastique qui machin. C'est pas du tout un plastique qui machin. Du coup, vous avez des vrais arcs électriques et donc du coup des vraies complications. On a du mal à les comprendre. On est à J5, elle a mal, elle a un peu de fièvre, ça coule, on se dit c'est bizarre, j'ai fait ma chirurgie, j'ai été nickel, j'ai été réglo. Finalement, vous vous retrouvez avec un arc que vous n'avez pas prévu et souvent c'est une question de matériel. Bien sûr qu'il y a la question de la formation, mais le matériel aussi compte. Dernière question, les réglages. Ouais. Les réglages, c'est vrai qu'au bloc, beaucoup de gens, quand ça ne marche pas, le premier réflexe, c'est augmenter la puissance. Ouais. Je pense qu'il faudra aussi revenir aux bases, c'est-à-dire que, je dirais, savoir utiliser l'instrument, par exemple, quand coaguler, jusqu'à quand coaguler, éviter la carbonisation, parce que ça va rendre la coagulation derrière plus compliquée. Et je pense que le message, c'est de ne pas tout simplement augmenter la puissance, parce que voilà, au-delà d'une certaine puissance, je pense que ça devient même un peu dangereux. Oui, ça n'a aucun sens, vous avez tout dit. C'est sûr que le réflexe moyen, c'est de se dire on appuie plus et puis on coagule beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Quand vous prenez des bipolaires, notamment les bipolaires non jetables, vous savez bien qu'il y a le charbonnage au bout. Et en fait, le charbonnage au bout, vous pouvez monter à 200, 300, 400, ce que vous voulez, ça ne change strictement rien. Donc oui, vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très juste ce que vous dites. Vous travaillez avec quel voltage, quel watt? Alors moi j'ai la chance, j'ai la chance entre guillemets, c'est que moi je ne me pose pas la question de mes outils. Donc je prends du bipolaire jetable, un ultracision, j'ai ce luxe-là, et en réalité je prends un voltage moyen et je ne le monte jamais. Et s'il y a un problème de voltage, s'il y a un problème de coagulation, c'est souvent parce que du coup ma dissection n'est pas suffisamment fine et que du coup je n'ai pas suffisamment bien isolé mes structures. Ça marche pour l'artère utérine, tant qu'elle est un peu, vous voyez, un peu sinueuse, vous essayez de coaguler autant que vous voulez, vous pouvez monter autant que vous voulez, il se passera toujours la même chose. Dès que vous lâchez, ça va saigner. Votre dissection plus fine, plus élective, une tension, vous améliorera souvent les résultats. Merci beaucoup. Merci à vous. Des questions dans la salle. Merci beaucoup.